Mon propos aujourd'hui s'intéresse à un groupe d'armures créé dans le sud du Saint-Empire dans les années 1510-1520 et caractérisé par une reprise très aboutie du vêtement textile contemporain, d'où leur nom en allemand de Kostüm Harnisch qui est relativement clair et qu'on peut traduire en français par armure costume ou armure à costume. On note qu'il existe un certain nombre de variantes d'une armure à l'autre, notamment dans leur forme et leurs usages éventuels, mais qu'elles possèdent toutes un dénominateur commun, qui est donc cette présence de crevés et de bouffants, donc que vous notez notamment ici sur les jambes de cette armure, ou bien ici donc sur cette seconde armure. Vous voyez que sur la première ici, donc, qui a appartenu au futur Charles Quint quand il était adolescent, vous avez une armure à tonne qui est destinée à monter à cheval, puisqu'on a cette découpe de la tonne, alors que celle-ci est plutôt faite pour un usage à pied, au moins en théorie. On note le lien entre le vêtement qui est extrêmement fort et en un sens, ce vocable d'armure costume ou de costume harnisch pourrait finalement s'utiliser de façon plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque voilà, le lien entre l'armure et le costume, on le sait, est très fort. Et je pense que Sophie, qui intervient après moi, pour avoir jeté un coup d'œil à son PowerPoint déjà, va vraiment approfondir cette question. Donc du coup, je vais passer rapidement à la suite. Pour présenter les choses assez simplement, on peut dire, on peut souligner d'une part la très grande créativité et l'immense maîtrise technique dont ont su faire preuve les armuriers qui ont réalisé ces armures. Je vous présente par exemple cette armure. Alors cette partie-ci est conservée au Metropolitan Museum. Celle-ci est ici au musée de l'Armée, donc vous pourriez aller la voir dans les salles. Et donc vous voyez tout ce travail d'imitation du costume textile. On note aussi ici qu'on a en fait deux paires de manches, puisque en fait ici vous avez la dossière qui va avec le plastron qui est ici. Donc ça en fait on n'a qu'une seule cuirasse. Par contre on a deux paires de manches différentes. Et je vous ai mis un détail. Donc vous pouvez admirer quand même le travail de gravure qui est fait donc à l'intérieur des taillades. Si vous regardez le petit élément qui est ici, Karen nous disait justement que le travail au repoussé a tendance à fragiliser le métal. C'en est un exemple ici, puisqu'on voit qu'on a un tout petit trou. Et c'est simplement voilà, ce travail au repoussé et l'usure, le temps, qui ont fragilisé le métal. Autre exemple, je vous ai mis côte à côte un détail d'une tenture donc, qui est conservée au musée des Coins, le musée de la Renaissance, où on voit ce personnage porter cette riche étoffe avec des motifs végétaux. Et on voit sur ce détail d'une armure qui est conservée à Leeds, au Royal Armouries, qu'on a quand même une similitude. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un copier-coller, mais on a quand même un style très proche entre le décor gravé qu'on va appliquer sur le costume harnisch et ce qui devait être la réalité des étoffes textiles portées à l'époque. Puisque si vous regardez, la tenture date vraiment des mêmes années que la réalisation de cette armure. Donc, ces objets, par leur qualité d'exécution, la variété des techniques mises en œuvre pour leur création, donc ce travail au repoussé, une certaine aussi recherche de mobilité, parce que vous voyez que vous avez de multiples lames ici au niveau des épaules, et puis la possibilité, en fait, entre chaque partie bouffante, il y a quand même une possibilité de faire coulisser les pièces. Donc, ce ne sont certainement pas des pièces extrêmement pratiques pour bouger, mais il y a quand même une recherche de mobilité qui n'est pas tout à fait négligeable. Donc, ce travail aussi de la gravure à la cygne, de la dorure. Ces objets sont quand même des pièces d'exception aussi par leur exubérance.
Ce sont des pièces qui ont un coût extrêmement élevé et qui sont donc réservées à une très petite minorité extrêmement fortunée. Sans parler qu'il faut quand même avoir l'occasion de porter ce genre de choses. Comme vous l'aurez compris, mon propos ici n'est pas de vous proposer un catalogue exhaustif de ces pièces, ni de m'interroger sur le fameux lien vêtements-armure. En fait, ces objets sont généralement présentés comme de simples imitations en métal du costume textile. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me demander, avec vous, s'il n'y aurait pas plus à dire sur la question que cette fameuse imitation métallique. Pour ce faire, j'ai décidé de m'intéresser à une armure en particulier. Ah oui, j'avais mis cette photo ici. Vous voyez aussi au niveau de la forme et du travail du métal à quel point le textile et l'armure peuvent être très très proches. Et donc, l'armure à laquelle on va s'intéresser dans le temps qui nous reste, c'est la fameuse armure de Wilhelm von Roggendorf, qui est conservée à Vienne, à la Hofjäger-Grundrisskammer, et qui date de 1525, des environs de 1525. Elle a été réalisée par un armurier augsbourgeois qui s'appelle Coleman & Schmidt, qui est un peu la star des armuriers de l'époque. Et a priori, son décor gravé est dans le style du graveur Daniel Hopfer, qui est aussi un graveur très connu. On ne peut pas attribuer ce décor avec certitude à Hopfer, mais il y a quand même une probabilité. Aujourd'hui, c'est un point intéressant et vraiment capital à noter. Vous voyez aujourd'hui cette armure, ce qu'on appelle blanche, donc ce gris métallique, avec une gravure dont le fond est simplement noirci. En réalité, il faut que vous fassiez un effort d'imagination, puisque l'intégralité de la surface était bleuie. Donc il ne faut pas l'imaginer grise, mais bleue. Et les bandes gravées étaient dorées. Donc cet effet qu'on a déjà ici était certainement amplifié par la coloration du métal et les techniques de décoration utilisées. Autre fait intéressant, donc là vous avez quelques détails, vous voyez mieux la gravure donc avec ce fond doré, toutes ces taillades que vous avez, le travail des manches qui est absolument sensationnel. Et donc, ce qui est intéressant au niveau de ces manches, c'est que vous avez donc cette paire de défense de bras absolument énorme, et puis à côté, vous avez une seconde paire de défense de bras. Donc, vous voyez certaines parties ici, elles sont malheureusement, une partie a été malheureusement perdue. Donc, vous avez ici l'épaulière et ici le canon d'avant-bras. Et donc, vous voyez quelque chose qui reprend le même décor. Donc, on sait avec certitude qu'elles appartiennent bien à cette petite garniture. Mais en revanche, elles ont une taille nettement plus modérée. Et en fait, elles permettent de donner un second usage à cette armure qui peut être un usage guerrier. Vous avez aussi, cette armure est présentée depuis très longtemps avec un armé, mais qui, vous voyez, ne présente pas le même décor de taillade, pour la simple raison qu'en fait, ce n'est pas l'armée d'origine que vous avez ici sur cette gravure de la Heldenrustkammer, donc qui est une galerie d'armure qui a été créée par Ferdinand II du Tyrol dans son château d'Ambras. Donc vous avez ici le portrait de Roggendorf qui porte son armure, et donc avec cette armée qui était certainement l'armée d'origine. Il est intéressant d'en venir à la biographie de Roggendorf rapidement. En 1525, Roggendorf a à peu près 45 ans, donc qui est déjà un âge relativement avancé à l'époque. Et il appartient à une riche famille originaire de Styrie, donc ce qui est la région orientale de l'Autriche. C'est une famille très riche, mais il ne porte finalement que le titre de Freiherr, qu'on peut traduire par seigneur ou baron, ce qui n'est donc pas extrêmement élevé dans la hiérarchie aristocratique du Saint-Empire. Son père, Caspar, a été conseiller de l'empereur Frédéric III et aussi a été un homme de guerre assez reconnu. Wilhelm et
est un homme manifestement ambitieux. Il commence sa carrière militaire à 13 ans en entrant comme page au service de Philippe le Beau. Il va ensuite servir Maximilien Ier, puis Charles Quint et Ferdinand Ier, et va décéder en 1541 au siège de Buda. Il est gouverneur successivement de diverses provinces. Il va être envoyé comme ambassadeur plusieurs fois à travers l'Europe. Il porte aussi le titre de Hofmeister, qu'on pourrait traduire plus ou moins par grand maître. Il a été capitaine des gardes du corps de Charles Quint, chevalier de l'ordre de Calatrava, et il combat dans un nombre incalculable de guerres à travers l'Europe, notamment contre les Turcs, contre les Maures, en Italie, notamment contre Venise, et même un petit peu dans le Béarn contre les Français, pour aller jusqu'au bout de la biographie. Enfin, toujours est-il que donc c'est un homme de guerre qui mène des troupes régulièrement à travers l'Europe, qui est reconnu comme tel, mais qui a aussi des ambitions à la cour impériale. Et donc, ce qui est intéressant à travers cette armure, c'est que, comme toutes les armures, l'armure, en fait, souligne certains traits, qu'ils soient avantageux du corps, qu'ils soient avantageux ou pas. Si vous êtes très rond, comme ça a été le cas, par exemple, d'Henri VIII à une certaine époque, ou de Heinrich, vous aurez l'air très rond en armure. Si vous êtes petit, vous serez toujours petit en armure, etc. Par contre, l'armure permet quand même de modeler le corps. C'est très clair ici. Donc, vous voyez cette panse assez développée qui permet de mettre en avant le torse, avec cette taille très resserrée, qui là encore, est quand même plutôt flatteuse. Et puis, c'est surtout donc, cette paire de défense de bras qui crée une carrure très large et qui est extrêmement avantageuse ici pour Roggendorf. Et donc, clairement, en commandant cette armure, il fait aussi le choix de se présenter comme un homme dans la force de l'âge, en pleine possession de ses moyens physiques, et donc finalement comme de renvoyer l'image d'un homme fort. Cette démonstration de force et de puissance est encore accentuée par la présence d'une brayette, là aussi d'une taille généreuse, je pense qu'on peut le dire, qui vient souligner la puissance virile du personnage. La brayette fait évidemment écho à la mode textile contemporaine, comme on a pu le voir sur l'image que je vous ai passée tout à l'heure. Toutefois, dans le domaine du vêtement, cet élément conserve généralement des proportions quand même plus raisonnables. Il est en réalité deux domaines dans lesquels cet élément est fréquemment mis en valeur, la peinture et l'armure. Vous avez ici un exemple d'un portrait en famille d'Henri VIII, où vous voyez qu'à travers certains dispositifs, donc la lumière, le jeu sur les couleurs, etc., on va quand même venir mettre en avant cet élément. Et ici, le message que veut donner Henri VIII, c'est clairement mettre l'accent sur le fait qu'il a des enfants, et donc qu'il a su assurer la continuité dynastique, et donc finalement le futur de son royaume. C'est d'autant plus important pour Henri VIII que c'est quand même une jeune dynastie, et cette volonté d'accentuer l'idée de continuité dynastique est quand même quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans les portraits de souverains. Vous avez ici un autre exemple, donc il y a un portrait de Guido Baldo II de la Rovere, où là c'est un jeune homme qui a 18 ans, qui est quand même représenté d'une façon très virile, avec cette barbe très, très fournie. Et en fait, il est surtout connu pour être un coureur de jupons. Et donc, là, c'est donc toujours ce jeu des couleurs et aussi la présence du chien qui viennent mettre l'accent sur cette braillette et donnent finalement une certaine force à l'élément. Pour revenir à Roggendorf, il y a ici manifestement une volonté de mettre en avant la vitalité physique, sa virilité. L'armure ici modèle le corps de façon à ce que celui-ci corresponde à un idéal masculin, à un modèle de masculinité dominante et hégémonique. Pour continuer sur un autre sujet, ce costume n'est pas non plus un choix neutre, puisque
Ici, Roggendorf finalement brouille un peu la frontière entre l'armure de parade et l'armure de guerre. Par son exubérance, ses couleurs, donc je vous rappelle, bleu et doré, son ampleur, sa richesse décorative, on aurait tendance au premier abord à placer ce costume harniche dans la catégorie du costume de cour. Et il est vrai que dans sa version la plus ample, l'armure de Roggendorf n'est pas faite pour le combat, mais bien pour la parade pour paraître. D'ailleurs, comme le soulignait Bashford Lynn, conservateur au Metropolitan Museum au début du XXe siècle, et sans souscrire totalement à sa théorie évolutionniste sur l'évolution de l'ampleur des manches des costumes harniches, il y a très probablement quand même un phénomène d'émulation et de concurrence entre les différents commanditaires de ces costumes harniches. Toutefois, ici, la frontière entre le costume civil et le costume de guerre n'est pas si nette. Et il faut se souvenir que cette armure possède une seconde paire de défense de bras beaucoup plus pratique et utilitaire. De plus, le choix du costume à crever bouffant n'est pas entièrement neutre. Ce vêtement dont la mode à l'époque s'est diffusée dans toute la société a une origine militaire. Le costume des lansquenets, dont vous avez un exemple ici sur cette gravure. En matière de vêtements, les taillades ont une origine très ancienne, et ce pour des raisons de confort. Mais la légende, déjà à l'époque, veut que ce type de costume soit apparu en 1476 lors de la bataille de Granson. À cause de la rudesse des combats, les fantassins suisses auraient eu leurs vêtements totalement déchirés et tailladés, et auraient eu l'idée de garnir les trous qui étaient dans ces vêtements d'étoffes qu'ils auraient pris en butin sur le champ de bataille. Et donc ce serait, c'est ce que la légende dit en tout cas, et c'est une légende qui déjà court en fait au début du XVIe siècle, ce serait l'origine de ce fameux costume à crever et bouffant, costume qui donc passe très rapidement des Suisses au lansquenet, puis finalement se répand dans toute la société civile. Donc, il n'empêche que ce costume fait directement référence à un type de troupe. Ce costume fait directement référence à un type de troupe que Roggendorf a commandé, a sous ses ordres régulièrement, puisque les troupes à pied, donc type Lansquenet ou Rieslaufer suisse, sont des types de troupes qui se développent énormément, dont l'usage se développe énormément à cette époque, qui ont déjà acquis une énorme réputation sur les champs de bataille, et que Roggendorf a fréquemment fréquenté au cours de sa carrière. Et donc cette réputation grandissante des lansquenets, la fascination aussi qu'il suscite, explique en partie le goût qui se développe à l'époque pour ce costume à crever et bouffant, mais aussi la multiplication des images les représentant, et qui sont très largement diffusées en Europe grâce à l'estampe. Ce côté militaire quand même du costume est aussi accentué par le décor gravé. Alors certes, il faut regarder de près, mais ça n'empêche que le fait est là. Vous avez ici, donc c'est la bande qui orne le haut du plastron, et ici celle qui orne le haut de la dossière. Si vous regardez cette seconde bande, vous avez donc une série de trophées d'armes, qui sont des choses extrêmement classiques en matière de décoration d'armure, mais qui n'empêchent, renvoient quand même ce costume dans la sphère de l'armure et de la masculinité. Et si vous regardez donc la bande du plastron, vous avez deux petits personnages qui sont assez intéressants. Donc, ce sont des personnages hybrides qui jouent à un jeu d'enfant. Et donc ce jeu d'enfant, c'est celui-ci qu'on trouve sur le tableau des jeux d'enfants de Bruegel, l'ancien. Donc vous les voyez ici, ces deux enfants donc, qui ont une espèce de petite lance avec un moulinet au bout. Et donc le moulinet tourne évidemment quand on avance. Et en fait, si vous voulez, c'est le premier pas dans l'apprentissage du maniement de la lance. Et donc le début de l'éducation du chevalier, finalement. Et donc, mettre ici ces petits personnages qui jouent à la lance au moulinet, c'est aussi faire référence à la sphère du tournoi, du chevalier, etc. Donc l'élément n'est pas non plus totalement neutre.
Et puis, si vous regardez bien, donc, les visages de ces petits personnages hybrides, particulièrement celui-ci, donc, qui a un masque animal, alors, qui ressemble un peu à un ours, vous avez quand même une certaine brutalité et une certaine force, là aussi, dans ces personnages, qui toujours viennent compléter cette idée de force physique que veut manifestement communiquer Roggendorf. Donc, pour conclure ma communication, pour porter ses ambitions à la cour, Roggendorf adopte une tenue magnifique et grandiose, mais qui n'en reste pas moins un costume de soldat. On peut raisonnablement supposer que, là encore, ce choix n'est pas tout à fait innocent. Ainsi, Roggendorf se montre tant en tant qu'homme de guerre, en tant que capitaine de Lansquenet, et met aussi en avant sa brillante carrière militaire. Au-delà de la simple imitation en métal du costume textile, ce costume harniche est un véritable manifeste. Grâce à lui, Wilhelm von Roggendorf s'affirme en tant qu'homme fort et viril, digne de sa réputation et surtout digne de ses ambitions, tant comme homme de guerre que comme homme de cour.